La femme qui franchit les portes du prêteur sur gage gold et silver n'avait pas seulement l'air fatiguée. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait porté une histoire trop lourde à raconter pendant la majeure partie de sa vie, quelque chose de si hermétique que même le temps n'avait pas réussi à desserrer son emprise. L'étui à guitare qu'elle tenait dans ses mains tremblait légèrement lorsqu'elle bougeait enveloppée dans des couches de ruban adhésif si vieux qu'il avait pris une teinte jaune terne cassant sur les bords, comme s'il allait s'effondrer sous le poids de ses propres années. Lorsqu'elle le posa délicatement sur le comptoir devant Rick Harrison, un mince nuage de poussière s'éleva dans l'air, captant la lumière de l'après-midi d'une manière qui la rendait presque vivante, comme des fragments du passé s'échappant enfin après des décennies de silence. Rick avait vu des milliers d'objets franchir ses portes depuis plus de 30 ans, des objets de toutes sortes, chacun avec sa propre histoire, sa propre revendication de valeur. Mais quelque chose à propos de ce moment semblait différent avant même qu'un seul mot n'ait été prononcé. Il étudia attentivement son visage. Il y avait de la peur indéniable, mais ce n'était pas le genre de peur qui pousse les gens à se détourner. C'était le genre de peur qui les pousse à aller de l'avant, le genre de peur qui les force à affronter quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement. En dessous, il y avait de la détermination silencieuse, mais inflexible. « J'ai besoin que vous ouvriez ceci », dit-elle d'une voix inégale mais ferme, comme si les mots avaient été répétés maintes et maintes fois avant qu'elle ne trouve la force de les prononcer à haute voix. « J'ai besoin d'être témoin de ce qu'il y a à l'intérieur, avant de pouvoir croire ce que mon mari m'a dit. » L'attention de Rick se porte sur l'affaire. Il était vieux indéniablement. Les coutures, l'usure des bords, le léger gauchissement du tissu indiquaient tous qu'il existait depuis des décennies, probablement depuis les années 1950. Sa surface racontait une histoire bien avant qu'il ne soit couvert d'autocollants décolorés d'endroits qui n'existaient plus, des clubs de blues de Chicago qui avaient disparu dans l'histoire des salles de jazz de la Nouvelle-Orléans, qui avaient autrefois résonné de légendes, et des relais routiers disséminés dans le delta du Mississippi, où la musique avait été brute, non filtrée et vivante. Ce n'était pas le genre d'usure qui pouvait être fabriqué, c'était du temps stratifié et réel. « Qu'est-ce que votre mari vous a dit ?» demanda Rick, son ton stable, mais sa curiosité aiguisée. Elle déglutit ses mains, se resserrant légèrement contre le bord du comptoir. « Il a dit qu'il valait $1 million, a-t-elle répondu, la voix plus basse maintenant, comme si le fait de le dire à voix haute le rendait plus réel. Peut-être plus, il y a eu une pause lourde et incertaine. Il m'a dit que je ne pouvais pas le vendre tant qu'il était en vie parce que des gens dangereux pourraient venir le chercher. Mais après sa mort, sa voix affaiblit un instant avant qu'elle ne la reprenne. Il m'a fait promettre de vous l'apporter. Il a dit que vous sauriez quoi faire. » L'expression de Rick a changé juste un peu. « Quand est-il décédé ?» a-t-il demandé. « Il y a 3 semaines. Cancer. » Elle prit une inspiration comme pour se stabiliser face au souvenir. Il a tenu assez longtemps pour tout expliquer, à propos de la guitare, à propos de son origine. Quel était son nom? Raymond Mills. Le nom s'installa dans la pièce avec lourdeur. Rick le connaissait. Non pas comme un nom à la une, non pas comme une célébrité, mais comme quelque chose de plus subtil, de plus ancré dans le tissu de l'histoire de la musique. Raymond Mills avait été un musicien de session, un de ces musiciens qui travaillent dans les coulisses, contribuant à des enregistrements qui ont défini des époques entières sans jamais être sous les feux de la rampe. Dès 1950 au 1966, il avait travaillé avec des artistes qui ont façonné le blues et le rock pour en faire ce que le monde reconnaît aujourd'hui. Et puis presque sans aucune explication, il avait disparu. Les musiciens de studio ne finissent généralement pas avec des instruments valant $1 million. « Il t'a dit comment il l'a eu ?» demande Rick, la voix plus basse maintenant. Elle acquiesce lentement. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un paiement pour avoir gardé le silence sur quelque chose qu'il avait vu. Il ne m'a jamais dit exactement ce que c'était. Il m'a seulement dit que cela concernait quelqu'un d'important, quelqu'un qui a changé la musique pour toujours. Ses yeux se sont brièvement posés sur la mallette. Il a dit que cette personne ne pourrait jamais le réclamer officiellement. Rick fit signe à Corey et Chumley de s'approcher son instinct, lui soufflant que ce qui allait se passer devait être vu. Si c'était ce qu'il semblait, la documentation compterait. Chaque étape, chaque détail, chaque réaction. Il saisit la mallette et commença à découper soigneusement les couches de ruban adhésif vieilli. Chaque bande se détachait avec résistance, comme si elle ne voulait pas libérer ce qu'elle protégeait depuis si longtemps. Des décennies de secrets se défaisaient, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il atteigne les loquets métalliques qui se trouvaient en dessous. Le bruit qu'il faisait en s'ouvrant
était petit, mais dans le calme de la boutique, il portait. Rick souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, reposant sur un tissu usé, se trouvait une 1954 Fender Stratocaster en finition Sunburst. Mais ce n'était pas n'importe quel Stratocaster. Les détails sautent immédiatement aux yeux. Les modifications personnalisées subtiles mais délibérées. Les motifs d'usure non pas aléatoires, mais correspondant à des années d'utilisation spécifiques. Les marques qui correspondent aux photographies que Rick avait vues auparavant, des images enfouies dans de vieux magazines et de rares catalogues de vente aux enchères. Il ne s'agissait pas d'un simple instrument vintage. C'était celui qui avait disparu en 1969, Les collectionneurs le recherchaient depuis des décennies. Des rumeurs avaient couru, des théories avaient circulé, mais personne n'avait jamais pu confirmer son existence après sa disparition. Rick n'a pas parlé tout de suite. Le chiffre mentionné par la femme, $1 million, ne semblait plus pertinent. Si cette guitare était authentique, sa valeur pourrait atteindre plusieurs millions, peut-être même plus, selon sa provenance et sa confirmation. Il leva lentement les yeux vers Madame Mills, et à ce moment-là, il devint évident que le secret que son mari avait porté pendant tant d'années était sur le point de s'étendre à quelque chose qui les dépassait tous les deux. Mais pour Rick, la découverte ne s'est pas faite avec certitude, elle s'est faite avec doute, car 3 mois plus tôt, il s'était passé quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Une enveloppe était arrivée au magasin sans marque, adressée directement à lui, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier tapée sur ce qui semblait être une vieille machine à écrire. Le message avait été bref, mais il était resté dans sa mémoire. Il l'avertissait qu'il était pris pour cible. Selon la lettre, une opération de contrefaçon sophistiquée avait discrètement introduit de fausses guitares vintage sur le marché. Il ne s'agissait pas de contrefaçon évidente, mais de documents si convaincants que même des authentificateurs expérimentés avaient été dupés. La stratégie était calculée, ces instruments finiraient par parvenir à des acheteurs de premier plan, des gens comme Rick, dont l'authentification publique à la télévision leur conférerait une légitimité. 3 trafiquants, selon la lettre, avaient déjà authentifié des contrefaçons devant la caméra. La dernière ligne droite était simple, ne faire confiance à personne. Au début, Rick n'y avait pas prêté attention. Cela ressemblait à de la paranoïa, le genre d'avertissement qui vient de quelqu'un qui se penche trop sur les conspirations. Mais la curiosité l'avait poussé à y regarder de plus près, et ce qu'il avait trouvé l'avait déstabilisé. 2 guitares qu'il avait refusé d'acheter au cours de l'année écoulaient des instruments qui semblaient corrects en apparence, mais dont il n'arrivait pas à expliquer l'origine, avaient été découverts comme des contrefaçons de haut niveau après avoir été achetés ailleurs. Quelqu'un faisait cela, et il le faisait bien. Rick a réagi en faisant appel à un enquêteur judiciaire spécialisé dans les fraudes dans le monde de l'art et des objets de collection. Ce que l'enquêteur a découvert allait au-delà de la simple imitation. Il ne s'agissait pas seulement de fabriquer de fausses guitares, mais de construire des histoires entières. Chaque instrument était accompagné d'une histoire soigneusement construite, étayée par des documents falsifiés, des photographies altérées et des enregistrements manipulés qui pouvaient résister à un examen minutieux. Même les experts, lorsqu'ils vérifiaient leurs sources, se surprenaient à croire ce qu'ils voyaient. Les schémas étaient clairs. Les vendeurs étaient souvent des personnes âgées, présentant des objets liés à des parents décédés. Les histoires étaient émotionnelles, personnelles, difficiles à questionner sans paraître insensibles. La documentation présentait juste assez d'imperfections pour paraître réelle, vieillie naturellement plutôt que fabriquée. Et les instruments eux-mêmes étaient construits à partir de matériaux provenant de pièces d'époque authentiques. Depuis, Rick a changé sa façon de travailler, expert, multiples vérifications indépendantes, contrôles approfondis des antécédents. Mais même avec tout cela, il est impossible d'ignorer une réalité. Si les faussaires étaient vraiment aussi bons, même les experts pouvaient être trompés. Maintenant, debout devant Madame Mills et fixant la guitare dans son étui, Rick ressentait cette incertitude plus fortement que jamais. Tout dans l'instrument suggère l'authenticité. L'usure, la fabrication, l'histoire inscrite dans chaque détail. Même l'étui couvert de décennies de voyages et de souvenirs semble réel d'une manière difficile à reproduire. Mais la situation correspondait presque parfaitement à l'avertissement. Une veuve âgée, un mari décédé, un objet caché, qui ne se révèle qu'après la mort, une histoire impliquant des secrets, des personnages puissants et une raison de garder le silence. C'était soit la découverte de toute une vie, ou le piège le plus convaincant qu'il ait jamais vu. Madame Mills, dit Rick avec précaution, choisissant chaque mot avec précision,
Je dois être complètement honnête avec vous. Elle le regarde, son expression se crispe légèrement. Ce que vous m'avez apporté pourrait valoir plusieurs millions de dollars, si c'était vrai, poursuit-il. Mais le marché des guitares anciennes en ce moment est plein de faux. Des faux sophistiqués. Et j'ai besoin de vérifier ceci plus minutieusement que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mon mari m'a dit que vous seriez prudent, a-t-elle répondu. Il m'a dit que c'était la raison pour laquelle je devais venir vous voir. Rick l'a regardé un moment avant de poser la question suivante. Vous a-t-il laissé quelque chose? Des documents qui prouvent d'où cela vient. Pendant une seconde, elle n'a pas bougé, puis sans bruit, elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une petite enveloppe au papier jauni par l'âge au bord usé d'avoir été manipulé, caché et conservé pendant bien trop longtemps. Il m'a dit de ne te donner ça qu'après que tu auras vu la guitare. Rick a pris l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc datée au dos Auguste 1968, Elle montrait un studio d'enregistrement et au premier plan clairement visible se trouvait la guitare actuellement posée sur le comptoir de Rick. Et à la main de cette guitare indiscutable, même sur la photo vieillie, se trouvait l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. Mais le problème se posait là. D'après tous les documents historiques, toutes les biographies et toutes les archives, ce musicien n'avait jamais possédé ou joué une Fender Stratocaster. Il avait été exclusivement associé à une toute autre marque. Cette photographie contredisait des décennies d'histoire musicale établie, ce qui signifiait que soit Rick était en présence d'une découverte historique révélatrice qui allait réécrire ce que tout le monde pensait savoir, soit il était en présence de la falsification la plus sophistiquée jamais tentée avec de fausses photographies d'époque. Rick lève les yeux vers Madame Mills, qui l'observe avec la patience épuisée de quelqu'un qui porte un secret impossible depuis bien trop longtemps. « Je dois passer quelques coups de fil, dit Rick. Cela va prendre du temps. » La piste de la provenance. Rick a d'abord appelé Jesse Amoroso, son expert en guitare attitré, qui a authentifié des centaines d'instruments anciens au fil des ans. Mais cette fois, Rick a demandé à Jesse de venir seul à l'atelier, après les heures de travail sans caméra ni connaissance publique de ce qu'ils examinaient. Jesse arrive à 8 heures ce soir-là, apportant du matériel que Rick n'avait jamais vu auparavant, des lampes à ultraviolet, des outils de grossissement, des dispositifs d'extraction d'échantillons de bois et même une machine à rayons X portable. « Tu avais l'air sérieux au téléphone, » dit Jesse. « Qu'est-ce qu'on regarde ?» Rick lui a montré la guitare et la photo. Jesse est resté complètement immobile, fixant les deux pendant une bonne minute avant de parler. « Si c'est réel, est-ce que c'est vrai ? Donnez-moi 2 heures. » Il s'ensuit l'authentification la plus minutieuse dont Rick ait jamais été témoin. Jesse examine chaque composant, les motifs du bois, l'oxydation de la quincaillerie, les frettes, les composants électroniques. Il a utilisé la lumière UV pour vérifier la présence d'adhésifs modernes ou de matériaux qui n'auraient pas existé dans les années 1950. Il a extrait des échantillons de bois microscopiques pour une analyse qui pourrait confirmer la date à laquelle l'arbre utilisé pour le corps a été coupé. Finalement, Jesse s'est rassis. Son expression s'est troublée. Rick, cela fait 25 ans que j'authentifie des guitares. Soit c'est la vraie, soit c'est l'œuvre de quelqu'un qui en sait plus sur la construction des Fender Vintage que Fender elle-même n'en savait. Lequel pensez-vous qu'il s'agit? Honnêtement, je pense qu'il s'agit d'un vrai. Les motifs d'usure sont trop cohérents, trop aléatoires dans le bon sens. Les faussaires créent généralement des motifs d'usure qui semblent intentionnels. Cette usure est naturelle comme les instruments qui vieillissent lorsqu'ils sont joués pendant des dizaines d'années. Jesse s'est arrêté. Mais cette photographie m'inquiète. Pourquoi? Parce que si elle est authentique, cela signifie que tout ce que nous savons sur les choix d'équipement de ce musicien est faux. Les historiens de la musique ont documenté son équipement de manière obsessionnelle. Comment se fait-il que cette guitare n'apparaisse dans aucun dossier? Madame Mills, qui attendait patiemment dans le bureau de Rick, a fourni une réponse lorsque Rick l'a interrogé directement. Mon mari a dit que la guitare n'avait jamais appartenu officiellement à qui que ce soit. Il a dit qu'elle appartenait à la maison de disques, qu'elle était conservée dans le studio pour les séances de travail et que c'est pour cette raison qu'elle n'apparaissait jamais dans les inventaires d'équipements personnels. Mais la photo montre un musicien spécifique qui en joue. Mon mari a dit que ce musicien utilisait ce qui se trouvait dans le studio ce jour-là. Il ne jouait pas toujours de ses propres guitares pendant les sessions. Il se trouve que celui-ci était là. Il se trouve que c'est ce qu'il a ramassé, que c'est ce qui a été utilisé pour des enregistrements qui ont changé l'histoire de la musique. Madame Mills a sorti un autre document. Mon mari tenait un journal juste des dates et des séances.
Il notait chaque fois qu'il avait vu cette guitare, utilisée chaque fois qu'il avait vu quelqu'un en jouer qui est devenu célèbre par la suite. Le journal est remarquable. Des dizaines d'entrées, allant de 1954 à 1969, chaque entrée indique une date, un studio et des initiales qui désignent vraisemblablement des musiciens. Rick en reconnaît immédiatement quelques-uns des légendes du blues, des pionniers du rock, des artistes dont les enregistrements ont défini des genres. Pourquoi votre mari a-t-il fini par l'avoir demandé, Rick? Il était là la nuit où le studio a été perquisitionné, dit Madame Mills à voix basse. 1969, il y a eu un scandale impliquant les finances de la maison de disques, des liens avec le crime organisé. Des agents fédéraux sont venus, ont saisi des disques, ont tout fermé. Dans le chaos, mon mari a attrapé cette guitare et est parti avec. Il a dit qu'il l'avait fait pour la protéger, pour éviter qu'elle ne soit perdue dans les casiers des pièces à conviction ou vendue aux enchères par le gouvernement. Il l'a donc volée. Et il a passé les 50 années suivantes à le garder en sécurité, sachant qu'un jour, lorsque toutes les personnes impliquées seraient mortes, lorsque suffisamment de temps se serait écoulé, la guitare pourrait enfin être reconnue sans détruire des réputations ou ouvrir de vieilles enquêtes. Rick a regardé Jessie. Si cette guitare a été utilisée lors des sessions qu'elle décrit, si ce journal est exact, il s'agit d'un instrument qui a figuré sur certains des enregistrements les plus précieux de l'histoire de la musique, ce qui lui donnerait une valeur prudente de 5 millions, voire plus. Rick se tourne à nouveau vers Madame Mills. J'ai besoin de temps pour vérifier les entrées du journal, pour vérifier les enregistrements du studio s'ils existent encore. Ce n'est pas quelque chose que je peux authentifier en un jour ou même en une semaine. Prenez le temps qu'il vous faut, a dit Madame Mills. J'ai attendu 50 ans, je peux attendre quelques semaines de plus. Mais trouver la vérité s'est avéré plus compliqué que Rick ne l'avait prévu. Car plus il creusait dans l'histoire de la guitare, plus il se posait de questions sur qui avait réellement le droit de la posséder aujourd'hui. La revendication du rival. Cela faisait exactement 9 jours que Rick faisait des recherches sur la provenance de la guitare, lorsqu'un homme est entré dans le magasin de prêt sur gage, portant une mallette et une expression qui a immédiatement mis Rick sur ses gardes. L'homme s'est présenté comme étant Marcus Webb, avocat, représentant la succession de Harold Levinson, le directeur de l'industrie du disque, qui avait possédé le studio dans lequel Raymond Mills avait travaillé. Je crois savoir que vous êtes en possession d'une 1954 Fender Stratocaster qui a été volée dans le studio de mon client en 1969, Webb a dit sans préambule. Je suis ici pour discuter de sa restitution. Rick a senti son estomac se dérober. Comment avez-vous appris l'existence de cette guitare ? La rumeur se répand dans la communauté des collectionneurs. Monsieur Harrison surtout, lorsque quelqu'un demande aux historiens de la musique des informations sur des séances de studio spécifiques des 60. La fille de mon client surveille tout ce qui a trait à l'héritage de son père, et elle a clairement fait savoir que tous les biens volés lors du raid fédéral appartenaient à ses ayants droit. Le raid a eu lieu il y a 55 ans. N'y a-t-il pas prescription ? Pour les poursuites pénales, oui. Pour les plaintes civiles concernant des biens volés, c'est plus compliqué. Webb ouvre sa mallette et en sort des documents. Il s'agit d'un inventaire du matériel de studio de 1968, répertorié ici. 1954. Fender Stratocaster Finition Sunburst numéro de série, correspondant à la guitare actuellement en votre possession. Rick examine le document, l'esprit en ébullition. Si Webb pouvait prouver que la guitare figurait sur l'inventaire officiel du studio, cela renforçait considérablement la revendication de propriété de la succession. Mais cela confirmait également une autre chose, la guitare avait été là, avait été réelle, avait été utilisée exactement comme le mari de Madame Mills l'avait décrit. Même si la succession de votre cliente possédait la guitare à l'origine, le mari de Madame Mills en a pris possession il y a plus de 50 ans. Cela ne crée-t-il pas un certain droit de propriété, n'est-ce pas ? Pas lorsque la possession initiale était un vol, a répondu Webb. Et Monsieur Harrison, la fille de ma cliente, n'est pas intéressée par la conservation de la guitare. Elle souhaite le vendre à sa pleine valeur marchande. Nous sommes prêts à offrir à Madame Mills et à vous-même une commission d'intermédiaire, mais la majeure partie du produit de la vente irait à la succession. Quel est le montant de la commission d'intermédiaire d'X%? Ce qui, si la guitare se vend au prix que nous croyons, serait quand même substantiel. Rick a demandé à Webb de lui donner le temps de consulter Madame Mills et un conseiller juridique. Après le départ de l'avocat, Rick reste assis dans son bureau à regarder des documents
qui dépeignent une situation bien plus complexe qu'une simple transaction de prêt sur gage. Madame Mills arrive 1 heure plus tard, et Rick lui explique la situation. Sa réaction est immédiate et émotionnelle. « Cette guitare nous a protégés, mon mari et moi, pendant 50 ans. Nous avons vécu modestement, nous ne l'avons jamais vendue, nous n'avons même jamais dit à personne que nous l'avions, parce que Raymond pensait que la cacher était la seule façon de la protéger. Et maintenant, quelqu'un qui n'a rien fait veut en tirer profit. Légalement, il peut en avoir le droit, dit Rick gentiment, s'il peut prouver que le studio en était propriétaire et que votre mari l'a prise sans permission, c'est un vol classique. Il a passé des appels, contacté des historiens de la musique et même des agents du FBI à la retraite, susceptibles d'avoir des informations sur le raid. Il en est ressorti une histoire encore plus embrouillée que ce à quoi il s'attendait. La descente dans le studio de 1969 n'avait rien à voir avec la musique. Il s'agissait plutôt de blanchiment d'argent de lien avec le crime organisé et d'un directeur de studio qui se servait d'une entreprise légitime pour dissimuler des revenus illégitimes. L'inventaire du studio aurait dû être saisi en tant que pièce à conviction. Le fait qu'elle ne l'ait pas été suggère soit de l'incompétence, soit de la corruption. Et si la guitare aurait dû être la propriété du gouvernement mais avait été oubliée, alors ni Madame Mills ni la succession Levinson n'en étaient clairement propriétaires. Rick a fait part de ses conclusions à Madame Mills et au bureau de Monsieur Webb. La réaction des deux parties a été immédiate. Aucune ne voulait que le gouvernement soit impliqué, car la propriété fédérale signifierait que la guitare serait soit vendue aux enchères et que les recettes iraient au trésor public, soit conservées dans les archives. Il faut trouver une solution, a déclaré Madame Mills lors d'une réunion tripartite. Un moyen d'honorer la préservation de mon mari tout en reconnaissant la créance initiale de la succession. Webb nodded. La fille de mon client ne veut pas d'une bataille juridique prolongée. Elle veut que la guitare soit vendue, que son importance historique soit reconnue et qu'elle soit indemnisée. Si nous pouvons structurer un accord qui permette d'atteindre ces objectifs, nous sommes ouverts à la négociation. Ils ont passé des heures à étudier les différentes options pour finalement parvenir à un compromis. La guitare serait vendue dans une grande maison de vente aux enchères et les recettes seraient partagées entre Madame Mills et la succession Levinson après que le prêteur sur gage de Rick ait pris une commission. Mais avant que l'argent ne change de main, un autre secret concernant la guitare devait être dévoilé. Et ce secret venait de la dernière personne à laquelle Rick s'attendait. Son propre expert, Jesse Amoroso. Les aveux de l'expert. Jesse a demandé à rencontrer Rick en privé au magasin après les heures de travail. Dès que Rick a vu l'expression de son expert, il a su que quelque chose n'allait pas. Ils se sont assis dans le bureau de Rick, porte fermée loin des caméras et du personnel. « Je dois vous dire quelque chose à propos de cette guitare », a commencé Jesse la voix lourde. « J'aurais dû vous le dire la première fois que je l'ai examinée. » « De quoi parlez-vous ?»« J'ai déjà vu cette guitare, pas sur des photos. Je l'ai tenue jouer et examinée il y a 23 ans alors que je débutais comme authentificateur. » Les mains de Jesse tremblaient. « J'ai été engagé par un collectionneur privé pour vérifier un 1954 Strat qu'il avait acquis dans le cadre d'une vente privée. Le vendeur était un ancien musicien de studio qui ne m'a pas donné son vrai nom. J'ai authentifié la guitare et rédigé un rapport pour le collectionneur. » Rick a senti le froid s'installer dans ses os. « Raymond Mills est venu vous voir. Je ne connaissais pas son nom à l'époque. Il a utilisé un pseudonyme, m'a rencontré dans une chambre d'hôtel et m'a payé en liquide. Mais je me souviens très bien de cette guitare en raison de ses modifications inhabituelles et de l'histoire qu'il m'a racontée. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une confirmation de son authenticité à des fins d'assurance, mais qu'il ne l'aurait jamais assurée parce qu'il ne pouvait pas prendre le risque que quelqu'un sache qu'il l'avait. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit immédiatement ? Parce que si j'admets que j'ai authentifié cette guitare il y a 23 ans, cela soulève des questions quant à la raison pour laquelle je ne l'ai pas signalée. Pourquoi je n'ai pas posé plus de questions sur la façon dont un musicien de studio en était arrivé à posséder un instrument valant des centaines de milliers d'euros même à l'époque ? Et Rick, si les gens commencent à fouiller dans mes premiers travaux d'authentification, ils vont découvrir d'autres fois où je n'ai pas posé assez de questions parce que j'avais besoin du travail et que je ne pouvais pas me permettre d'être trop éthique. Rick a regardé fixement son expert de longue date. Combien d'autres objets avez-vous authentifiés dont la provenance était douteuse? Rien de tel. Rien de volé ou de lié à une activité criminelle. Mais oui, il m'est arrivé au début de ma carrière de rédiger des rapports d'authentification
pour des objets dont je soupçonnais qu'ils présentaient des problèmes de documentation. Je me suis dit que je ne faisais qu'authentifier l'objet lui-même sans me porter garant de la manière dont quelqu'un l'avait acquis, mais j'avais tort. Cela affecte-t-il l'authentification de la guitare? Maintenant, non. Tout ce que je vous ai dit au sujet de l'authenticité de l'instrument est vrai. Il s'agit d'un objet réel d'époque utilisé dans les studios décrits par Madame Mills. Mais mon implication antérieure complique les choses sur le plan juridique. Si la succession Levinson découvre que j'ai authentifié cette guitare à titre privé il y a 23 ans et qu'elle n'en a pas signalé l'existence, elle pourrait prétendre que j'ai été complice de la dissimulation d'un bien volé. Rick s'est rassis examinant les implications qui ne cessaient de se multiplier. Je rédige un rapport complet détaillant mon authentification précédente, expliquant que je ne savais pas que la guitare avait été volée à l'époque, et nous laissons les avocats déterminer si cela affecte la procédure en cours. Jessie a croisé le regard de Rick. « Je suis désolé, Rick. J'ai passé 23 ans à bâtir ma réputation et j'étais terrifié à l'idée que cette erreur commise quand j'étais jeune puisse tout détruire. La divulgation a compliqué les choses, mais pas au point d'empêcher la vente. Le bureau de M. Webb a fait valoir que l'authentification antérieure de Jessie renforçait en fait son dossier. L'avocat de Mme Mills a fait valoir que cela prouvait que Raymond croyait sincèrement qu'il avait le droit de posséder la guitare. Mais le véritable impact a été sur la réputation de Jessie. La nouvelle s'est répandue dans la communauté de l'authentification. Et bien qu'il n'ait été accusé d'aucun crime, les questions éthiques ont mis à mal les relations avec plusieurs clients. Je m'en remettrai, a dit Jessie à Rick quelques semaines plus tard. Mais cette guitare, quelle que soit sa valeur en dollars, m'a coûté plus que je ne veux le calculer. Cela a coûté à Madame Mills 50 ans de secret. Cela a coûté à Raymond Mills toute sa carrière. Cela a coûté à la famille Levinson la réputation de leur père. Les objets de valeur ont un prix supérieur à leur valeur marchande. Rick a compris exactement ce que Jessie voulait dire, car maintenant, face à la décision finale de procéder à la vente, il devait peser tous ses coûts contre le profit potentiel. La décision à $1 million. La vente aux enchères devait avoir lieu un vendredi soir dans une prestigieuse maison new-yorkaise spécialisée dans les souvenirs musicaux. Selon des estimations prudentes, la valeur de la guitare se situait entre 4 et 6 millions de dollars. Rick s'apprêtait à toucher une commission substantielle. Madame Mills recevrait enfin une compensation pour 50 ans de silence. Et la succession Levinson récupérerait la valeur d'un bien volé il y a plus d'un demi-siècle. Mais 3 jours avant la vente aux enchères, Rick reçoit un appel téléphonique qui va tout changer. L'interlocuteur se présente comme Marcus Bradshaw, petit-neveu de l'un des musiciens dont les initiales apparaissent à plusieurs reprises dans le journal de Raymond Mills. Mon grand-oncle a joué de cet instrument sur 3 de ses enregistrements, les plus célèbres, mais il n'a jamais été crédité pour ses sessions parce que la maison de disques a utilisé des musiciens de studio de manière anonyme pour réduire les coûts. Je suis désolé, mais en quoi cela affecte-t-il la vente actuelle? Parce que ma famille a essayé pendant 60 ans d'obtenir des crédits et des droits d'auteur pour le travail de mon grand-oncle. Si cette guitare est vendue à un collectionneur privé, elle disparaît à nouveau. Mais si elle va dans un musée, si elle est reconnue publiquement avec une documentation complète sur tous les musiciens qui l'ont jouée, mon grand-oncle obtient enfin la reconnaissance qu'il méritait. Et peut-être que ma famille reçoit les droits d'auteur qui nous ont été volés. Cet appel a déclenché une cascade de contacts similaires. Des descendants d'autres musiciens mentionnés dans le journal de Raymond Mills, des personnes qui avaient passé des décennies à essayer de prouver que leurs proches avaient contribué à des enregistrements historiques importants. La guitare, avec son journal et sa provenance authentifiée, représentait la preuve qu'ils recherchaient. Rick organise une réunion d'urgence avec Madame Mills Webb, représentant la succession Levinson et plusieurs descendants du musicien. La conversation dure 4 heures et couvre un sujet qui n'a rien à voir avec l'argent et tout à voir avec l'héritage. Si cette guitare est vendue à titre privé, dit finalement Rick, tout le monde dans cette pièce sera payé. Madame Mills reçoit une compensation, la succession. Levinson récupère sa valeur. Je touche une commission et un riche collectionneur reçoit un trophée. Mais les dizaines de musiciens qui ont réellement créé de la valeur avec cet instrument, dont le jeu a défini des genres et influencé des générations, n'obtiennent rien si ce n'est une note en bas de page dans les catalogues de vente aux enchères. Quelle est l'alternative, a demandé Madame Mills. Nous le donnons à un musée sous certaines conditions. Une exposition publique complète avec la documentation de chaque session et de chaque musicien qui l'a joué. Une dotation financée par les dons de la communauté des collectionneurs pour indemniser Madame Mills
et la succession Levinson à la hauteur d'environ 70% de l'estimation de la vente aux enchères, et des révisions des redevances pour chaque enregistrement où la guitare apparaît, les descendants recevant enfin crédit et compensation. Webb était sceptique. Vous demandez à de riches collectionneurs de donner des millions à un musée pour qu'ils ne puissent pas posséder la guitare eux-mêmes. Pourquoi feraient-ils cela? Parce que certains d'entre eux s'intéressent à l'histoire de la musique plus qu'à la propriété, et parce que l'histoire de cette guitare bien racontée vaut plus que son prix de vente. Rick se tourne vers Madame Mills. Votre mari a passé 50 ans à protéger cet instrument, non pas pour s'enrichir, mais parce qu'il croyait que c'était important. Que voudrait-il? Madame Mills reste silencieuse pendant un long moment, des larmes coulant sur son visage. Il voudrait que l'on se souvienne des musiciens, que l'on dise la vérité, que cette guitare apprenne aux gens que la musique qu'ils aiment a été créée par de vraies personnes qui méritent d'être reconnues. Elle regarde Rick. Combien recevrai-je en vertu de votre proposition? Environ 3 millions de dollars, peut-être moins selon le niveau des dons. Beaucoup moins que le produit des ventes aux enchères. Raymond et moi avons vécu avec très peu de choses pendant 50 ans. Je n'ai pas besoin de 6 millions de dollars. J'ai besoin que le sacrifice de mon mari ait eu un sens. Le plan a été mis en œuvre au cours des mois suivants. Rick a contacté des collectionneurs, leur a expliqué la situation et a été surpris par leur réaction. Il a reçu suffisamment de dons pour financer l'acquisition du musée et créer un fonds de dotation. La guitare a été exposée de façon permanente au Rock and Roll Hall of Fame avec une documentation complète sur son histoire, les musiciens qui l'ont jouée et les décennies pendant lesquelles elle a été cachée. Madame Mills a reçu sa compensation et a créé une fondation soutenant les familles de musiciens de studios non reconnus. La succession Levinson a accepté sa part et s'est excusée publiquement pour le mauvais traitement historique des artistes par la maison de disques. Rick, debout devant l'exposition du musée 6 mois après cette première rencontre avec Madame Mills, a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Non pas le regret d'être passé à côté de millions de commissions, mais la satisfaction que pour une fois, le bon résultat ait été plus important que le rentable. Jessie se tenait à côté de lui, étudiant la guitare derrière son verre protecteur. Vous savez ce qui est drôle? Toute cette situation a commencé parce que j'avais peur que des erreurs éthiques de mon passé ne détruisent ma réputation. Mais le fait d'avoir contribué à ce que cela se produise, d'avoir raconté cette histoire correctement, a fait plus pour la façon dont les gens me voient que 2 décennies d'authentification parfaite ne l'ont jamais fait. Rick a acquiescé. La guitare valait des millions, mais l'histoire valait encore plus. Alors qu'ils sortent du musée, le téléphone de Rick bourdonne de messages de collectionneurs intéressés par d'autres objets, d'autres affaires, d'autres opportunités. Le commerce de prêt sur gage se poursuit, mais la chasse au trésor ne s'arrête jamais. Et quelque part, un autre objet impossible attendait de franchir sa porte. Mais Rick comprenait maintenant quelque chose qu'il n'avait pas entièrement saisi avant 30 ans de métier. Certains objets avaient de la valeur en raison de ce qu'ils éteignent. Les trésors les plus rares sont ceux qui vous obligent à choisir entre le profit et les principes, entre la propriété et l'honneur. La guitare valait 1 million de dollars, plusieurs millions en fait. Mais la laisser partir, raconter son histoire correctement, honorer les gens qui l'ont jouée et l'homme qui l'a protégée, cela n'avait pas de prix. Et dans un business construit sur le calcul de la valeur, l'inestimable était le seul prix qui comptait vraiment. Les visiteurs du musée ont continué à défiler devant l'exposition, beaucoup s'arrêtant pour lire les plaques, documentant le parcours de la guitare des séances en studio à la reconnaissance publique, en passant par la clandestinité. Les enfants ont pointé l'instrument du doigt, les adultes ont pris des photos et les mélomanes se sont tenus dans un silence respectueux devant un artefact qui les reliait directement aux enregistrements qui avaient façonné leur vie. Quelque part dans le Tennessee, Madame Mills a reçu des lettres des descendants des musiciens que son mari avait consignés dans son journal, la remerciant d'avoir enfin donné à leurs proches la reconnaissance qu'ils méritaient depuis plus d'un demi-siècle. La fondation qu'elle avait créée aidait déjà les familles d'autres musiciens de studio méconnus, transformant les 50 années de silence de Raymond Mills en un héritage qui soutiendrait des musiciens pendant des générations. Rick Harrison a acheté et vendu des milliers d'objets. Au cours de sa carrière, a manipulé des trésors, valant des millions, a fait des affaires qui ont défini sa réputation. Mais cette guitare, celle dont il s'était séparé, celle qu'il avait aidé à envoyer dans un musée plutôt qu'au plus offrant, serait la transaction pour laquelle les gens se souviendraient de lui. Non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il avait abandonné. Et en fin de compte, cela valait plus que tout l'or et l'argent de son prêteur sur gage réunis.